western, et plus particulièrement John Ford. Alors, au programme deux films de John Ford, La prisonnière du désert et Le convoi des braves. Pour parler de l'œuvre de Ford et des deux films, Monsieur Philippe Jacquin, qui est professeur d'anthropologie américaine à l'Université de Lyon 2 et spécialiste du western, et au même auteur de Go West, l'Ouest américain hier et aujourd'hui. Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc écoutez, de fait, j'ai le plaisir très brièvement de vous présenter d'abord le premier film, donc La prisonnière du désert. Ensuite, on fera une petite pause donc d'une demi-heure entre les deux films. Je vous représenterai le second, donc une fois la pause terminée. Également, ce que je veux vous dire, c'est que ceux qui le souhaitent, puisque c'est assez long, c'est une soirée assez longue, ceux qui le souhaitent, on pourra faire un débat, du moins un entretien, si vous discutez sur La prisonnière du désert. On fera ça éventuellement soit dans la salle, soit dehors, en fonction de vos disponibilités, si vous souhaitez voir quelque chose. Donc, moi, je suis à votre disposition à la fin du film pour vous donner des explications, bon, soit sur le film, soit sur le thème, parce que ce qui est intéressant, c'est que là, nous sommes avec ces deux films. La prisonnière du désert, c'est 1956, le convoi des bras, 1950. Donc, on est dans ce qu'on appelle la période flamboyante du western et la période flamboyante de l'œuvre de John Ford. Juste quelques mots sur John Ford, bon, tout le monde le connaît, je n'ai presque honte de le présenter, des gens quand même qui sont des cinéphiles, j'espère. C'est que John Ford quand même est quelqu'un d'assez extraordinaire parce que, une petite chose qui est peut-être moins connue, ce personnage, c'est qu'il a connu, c'était deux frères, il a connu, bon, dans les années, disons, 1920, des gens, puisque c'est qu'il a fait beaucoup de western, il a connu de fait des vrais cow-boys, il a connu beaucoup de gens qui avaient eux-mêmes vécu la fin de la conquête de l'Ouest, puisque le film, La prisonnière du désert, se passe, le thème, disons, historique se déroule entre les années 65-66 jusque dans les années 1872. Hein. Donc, la fin de la guerre de sécession et puis les débuts des grandes guerres indiennes. Et donc, John Ford en racontait, j'avais lu un article sur lui, qu'il avait connu donc, dans sa jeunesse des gens qui avaient participé donc, à la fois aux guerres indiennes, aussi bien des Indiens que des cow-boys. Il avait connu des vrais cow-boys, d'ailleurs, il a embauché dans ses films des vrais cow-boys. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui avait vécu ce qu'on appelle, nous, un peu de façon pompeuse, la fin du mythe. C'est-à-dire au moment où l'histoire est devenue un mythe. Et vous savez que dans un de ces films, que peut-être vous avez vu, qui s'appelle L'homme qui tue la liberté de Valence, il fait dire à la fin du film une phrase remarquable, d'ailleurs, je trouve. Dans l'Ouest, quand l'histoire dépasse la légende, on imprime la légende. On sait tout ce qu'on veut sur le western, c'est-à-dire sur l'Ouest américain. C'est la façon dont le cinéma, le western, qui est un genre typiquement américain et qui a vraiment été une invention des Américains, qui a transfiguré l'histoire de l'Ouest. Ce que je voulais vous faire remarquer maintenant sur le film, deux, trois petites choses bon, dont on pourra parler après, puisque je ne vais pas tout dévoiler, je pense que certains d'entre vous, vous l'avez peut-être vu 25 fois déjà, mais on a un plaisir énorme à le voir, c'est que bien sûr le film est tourné dans un paysage, il y a une géographie du western intéressante, mais il est tourné dans un paysage qui est le paysage favori de John Ford. Hein. C'est-à-dire, c'est Monument Valley, c'est-à-dire c'est la partie nord de l'État qui s'appelle aujourd'hui l'Arizona, où John Ford venait régulièrement, puisqu'il avait eu la chance de se faire ami avec des Indiens qu'on appelle les Navajos, et les Navajos lui avaient loué pour une somme dérisoire, donné l'autorisation de tourner dans sa réserve. Donc il avait des paysages exceptionnels, et tous les films que vous avez vus de John Ford souvent se déroulent dans ces paysages. Déjà, le western, c'est d'abord un paysage. Hein. C'est un paysage, c'est une époque, un temps, je vous l'ai dit, puisque c'est le temps de la fin de la guerre de sécession et des guerres indiennes, c'est un paysage, et puis c'est une histoire. Alors là, forcément, le génie de John Ford, c'est qu'il a dépassé l'histoire du western classique, c'est qu'il a vraiment fait, je crois, un film universel, puisqu'aujourd'hui, on peut voir encore très très longtemps, même les gens qui ne sont pas amateurs de western peuvent encore regarder La prisonnière du désert, puisque c'est un film que je trouve assez pessimiste quand même dans l'œuvre de John Ford, alors que le second, vous verrez, Le convoi des braves, qui raconte, je mets un petit peu dans la bouche, qui raconte l'épopée des Mormons, hein, les Mormons que vous connaissez peut-être, je vous expliquerai après quelques mots sur eux pour que vous compreniez, parce que dans le film, le second film, il y a des choses qui ne sont pas très claires, je ne comprends pas très bien avec la religion, bon, ça j'en dirai quelques mots. Mais dans La prisonnière du désert, l'histoire est très très simple, avec peut-être la fin plus difficile, vous verrez, puisqu'à un moment on entend la musique du 7e régiment de cavalerie, on évoque Custer, donc, qui vient de massacrer des Indiens. Il y a des passages qui sont pas très clairs, et là peut-être qu'on pourra en parler, puis bon, je ne vais pas trop vous retenir, on parlera peut-être aussi du thème de cette forme de vengeance, cette forme de racisme, et cette forme de rédemption que joue donc John Wayne Etam, qui est l'auteur, qui est le héros du film, et je crois que franchement, c'est pas le problème pour moi,
c'est probablement le plus beau rôle de John Wayne. Voilà, je vous remercie. Alors, Philippe Jacquin, vous disiez tout à l'heure que John Ford avait connu... Alors, J'allais oublier de vous dire de lettres. On a reçu donc, ta dernière a reçu une lettre d'un Français donc, qui avait reçu des renseignements au sujet de Henri Carré, parce que dans le second film, vous verrez Henri Carré qui est le fils, donc il y a deux Carré. Donc, il y en a un qui a joué dans le cinéma muet, que tout le monde connaît, qui est assez célèbre. Là, c'est son fils, c'est Henri Carré Junior, qui lui a joué dans le film donc, Le Convoi des Braves. Et donc, quelques mots sur lui. Il est né, je ne sais pas s'il a sa date de naissance, non, en 17, je crois. Et, non, oui, peut-être pas 17, parce qu'il a 81 ans. Il vit toujours, ouais, excusez-moi, il n'y a pas la tête. Il vit toujours, il est actuellement, donc, il vit à Durango, dans Durango, dans l'Arizona. Et alors, John Ford l'avait baptisé, je résume un peu la lettre, John Ford l'avait baptisé d'un surnom qui veut faire sourire, qui est Dobby. Dobby, ça veut rien dire en anglais, c'est Dobby, c'est parce qu'il était rouquin. Et chez les Indiens Navajo, et je reviens toujours à ce thème, disons, favori de John Ford, les Navajo construisaient des maisons, ou des cabanes, ou des hogan, des huttes spéciales, qui étaient faites en adobe, c'est-à-dire c'est une forme de pisé, mais qui est de couleur ocre. Et donc pour, disons, faire référence à cette couleur ocre et au rouge de la chevelure d'Henri Carré, donc il l'a appelé Dobby. Alors voilà, je voudrais vous dire juste un tout petit mot sur la lettre qu'a envoyée donc lorsque Henri Carré parle du tournage de ce film, parce que je crois que vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est quand Henri Carré a su qu'on allait projeter ce soir à l'Institut Lumière La prisonnière du désert, Il convoi des braves, qu'il n'a pu s'empêcher de nous envoyer cette lettre. Alors, je vais vous la lire en français, ce sera peut-être plus facile que vous la lire en anglais. John Ford a été fantastique, donc c'est Henri Carré qui parle. John Ford a été fantastique quand nous tournions Le Convoi des Braves, dans les environs de Moab, c'est dans l'Utah, qui était alors une toute petite ville dans l'Utah pendant l'automne 1949. Le film est sorti un an après. Le vieux, entre guillemets, comme nous l'appelions, était gentil, patient, aussi doux qu'il pouvait l'être. Le tournage du Convoi des Braves est pour moi le souvenir le plus précieux de ma carrière. Il a été merveilleux aussi pendant le tournage de La prisonnière du désert. Je veux dire par là qu'il a été de bonne humeur presque tout le temps. Je m'en suis aperçu dès le tournage de la scène, mon premier tournage, c'est un peu traduit mal, je pense, mon premier tournage, mais mon dernier film, où Duke c'est le surnom de John Wayne, vous savez, Duke m'annonce la mort de ma fiancée. Ford pouvait parfois être vraiment infernal pour m'amener à jouer comme il le souhaitait, et bien que sa direction d'acteur était toujours très précise, il n'a eu qu'à crier « action » pour que Duke et moi soyons immédiatement dans nos personnages. Et quand il a dit « elle est bonne », je marchais sur un nuage. J'ai eu le très grand privilège de travailler et de jouer avec des monstres sacrés, des légendes vivantes. Je suis profondément reconnaissant à mon père pour l'héritage qu'il m'a légué. Et maintenant, les deux films dont je suis le plus fier vont vous être présentés ce soir. Formidable, n'est-ce pas? Peut-être, j'en suis sincèrement très heureux. Dieu vous bénisse, Harry. Vous voyez, la conclusion est très américaine. Ben, je vous remercie. Donc à la pause, on peut bavarder si vous le souhaitez. Et bonne projection. Bon film. Gunsen, là, qui a l'accent quand même assez prononcé, on dirait. Donc, ça semble être donc un nouvel arrivant. Hein. Est-ce que dans l'Ouest, effectivement, il y avait les gens qui arrivaient en Amérique à ce moment-là allaient dans l'Ouest Si vous voulez, à cette époque-là, bon, à l'époque où ça se passe, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, contrairement à ce que montre le film. John Gunsen a un accent qui est un peu, il parle un peu comme les Allemands, les Nordiques, hein, anglais avec cet accent. Mais en réalité, si vous voulez, il n'y avait pas beaucoup d'être, contrairement à ce que fait croire le film, il fait croire beaucoup de films, les immigrants qui venaient à New York, qui venaient d'Europe, n'allaient pas dans l'Ouest. Hein. Tous les immigrants qui sont dans l'Ouest sont des immigrants qui sont venus en général de la partie sud des États-Unis, et également du Nord-Est, mais il y a pratiquement très peu de gens, sauf très tardivement, dans les années 1980. Mais à l'époque où ça se passe, il n'y en a pas. Il y a un peu d'Allemands qui viennent en Texas, mais ils ne sont pas dans cette région-là. C'est-à-dire que le film, vous avez vu aussi que les paysages, vous avez remarqué qu'on tourne en rond, hein, c'est toujours le même paysage, et que ça n'a bien sûr, je peux le dire maintenant, ça n'a aucune réalité ethnographique. Les Comanches ne sont pas du tout comme ça, je fais bien les Comanches, je l'ai rencontré même, ils n'étaient ni habillés comme ça, et le paysage où vivaient les Comanches n'était pas du tout comme ça. Il n'y avait pratiquement pas de Comanches au Texas, puisque le film se passe au Texas normalement. Hein. Il n'y avait pas de Comanches au Texas, les Comanches étaient, pour vous citer géographiquement, dans les plaines du sud, mais un peu au nord du Texas, ils étaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Oklahoma, le Kansas.
Et donc, ça n'a rien à voir. En plus, c'est évident que sur le paysage, là, on élève des bœufs, vous avez vu qu'ils élèvent des bœufs et tout, c'est complètement faux. Hein. C'est pas une région où on élève des bœufs, c'est des régions désertiques dans lesquelles on ne peut pas faire beaucoup d'élevage, si ce n'est le seul élevage qu'on peut faire, qui existe toujours, c'est les moutons. Les Navarros élèvent des moutons. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant, quand même, il y a quelques traits ethnographiques qui sont vrais et justes, c'est au début du film, lorsque, par exemple, Itham tire sur les yeux de l'Indien, du Comanche, de fait, ça c'est vrai, pour qu'il ne puisse pas suivre. Les Indiens pensent que quand on va au paradis, le paradis, qui vient du paradis chez nous, il faut suivre la Voie lactée. On remonte au paradis par la Voie lactée, hein, c'est ce que je ferais d'ailleurs, mais il faut mieux pas être aveugle, il faut mieux avoir ses yeux encore, donc là c'est vrai, mais tout le reste, en général, faux. Alors par contre, ce qui est vrai, je ne l'ai pas dit avant parce que je pense qu'il y a des questions, c'est les captives. De fait, il y a eu des captives blanches. Généralement, les Indiens tuaient les hommes. Hein. Tuaient les hommes, mais bon, alors vous allez dire pourquoi est-ce qu'ils prenaient des enfants et pourquoi ils prenaient des femmes. Alors, ils prenaient des femmes, bien sûr, pour leur faire des enfants, parce qu'ils avaient beaucoup de pertes humaines, les Comanches, comme les autres Indiens, avaient beaucoup de tués, et donc, avec les massacres qu'il y avait, donc ils prenaient des femmes pour leur faire des enfants. Et également, ils prenaient des enfants très jeunes, des petites filles, des petits garçons, pour les faire devenir indiens. Et on a des cas précis de gens qui, au bout de plusieurs années, avaient oublié leur langue, par exemple, savaient plus. Le drame, c'est qu'ils ne savaient plus leur nom de famille. Et quand l'armée américaine les retrouvait, comme on voit, vous savez, on voit dans le film, eh bien, souvent, pas la femme qui est devenue folle, mais les enfants, souvent, ayant oublié leur nom de famille, on avait beaucoup de mal à les retrouver. Parce que souvent, les parents avaient été tués, donc on ne savait pas qui ils étaient. Et il y a eu plusieurs dizaines d'enfants comme ça qui ont été adoptés par des familles blanches. On les confiait à d'autres familles pour qu'ils les réinsèrent. Le drame, souvent pour les Comanches et pour les Kiowa, c'est qu'ils étaient tatoués sur la figure. Les Indiens étaient tatoués sur la figure des tatouages très particuliers, des tatouages par les bandes, et donc ça, ils ne pouvaient pas les enlever, donc ils restaient toute leur vie marqués avec des tatouages sur la figure, et souvent ça a amené des problèmes psychologiques parce que les enfants, forcément, ont du mal à vivre ça. Alors les femmes aussi, un autre aspect quand même que je vous signale, qui peut vous surprendre, c'est que les femmes n'étaient pas violées. Le viol n'existe pas chez les Indiens généralement, puisque les femmes sont adoptées. Une femme qui est prise captive, blanche, est mise dans une famille, donc elle fait partie du groupe familial, et comme chez nous, il y a le tabou de l'inceste. Vous savez ce que c'est que le tabou de l'inceste? C'est le fait qu'on ne puisse pas normalement, dans une culture, avoir de rapports sexuels avec nos pères, le père, la mère, les frères, les sœurs. C'est un tabou qui est psychologique. C'est-à-dire que le blocage se fait au niveau du cerveau, c'est pas du tout un tabou sexuel. On sait très bien que maintenant, ça n'a pas de conséquences sexuelles importantes. Malheureusement, s'il y a des incestes en France, vous savez qu'il y en a, malheureusement. Hein. Mais chez les Indiens, l'inceste ne fonctionne pas sur une famille restreinte. Comme chez nous, la famille restreinte, c'est les parents, les enfants. Normalement, on n'a pas de rapport sexuel. Hein. Chez les Indiens, c'était le clan. C'est-à-dire que quand ils prenaient une femme blanche, elle était intégrée dans un clan où il y avait plusieurs dizaines de familles. Donc les hommes, si vous voulez, avaient ce qu'un homme normal doit avoir, un blocage psychologique sexuel, il n'avait pas de relation sexuelle, donc il ne violait pas les femmes. Mais par contre, il pouvait les épouser. Et c'est ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire qu'il pouvait se marier si la jeune femme acceptait, hein, mais il n'y avait pas de viol du tout. Contrairement à ce qu'on laisse croire, que le discours que tient Itham sur sa nièce, c'est qu'elle aurait été une prostituée. Ça passait dans les mains de toutes les femmes, à tous les hommes, c'est faux. Hein. Ça, c'est complètement faux. Hein. D'autres questions sur éventuellement le sujet, ou sur les Indiens? Je pars dimanche chez eux, justement, dans ce paysage-là, dans les semaines. Oui, oui, monsieur? Oui, excusez-moi, j'ai été sorti une seconde, donc je vérifiais que vous n'ayez pas répondu à la question. Oui. Quand ils retrouvent ces captives qui ont été récupérées par Custer, elles sont complètement azimutées et traumatisées. Est-ce que ça correspond à une réalité? Parce que le film semble nous indiquer très fortement que c'est le fruit du traitement au milieu des Comanches. Oui. Plus ou moins. Alors, il faut savoir qu'on connaît bien ce qui se passait, parce que souvent, il y a des récits de captivité. Ces femmes, souvent les femmes qui ont été prises, les petites filles, lorsqu'elles revenaient à Cité Blanche, elles écrivaient. Alors, elles faisaient écrire leurs récits. Il y a 311 récits de captivité de femmes, et il y en a deux célèbres, dont une femme chez les Comanches, qui s'appelle Mrs. Holmes, qui a vécu 3 ans avec les Comanches, et qui a été l'épouse, enfin, pas mariée de force, hein, qui a été l'épouse d'un Comanche. Il y en a une qui est très célèbre aussi, qui est une femme qui s'appelle Cynthia Parker, qui a été prise à 14 ans. D'ailleurs, le récit s'inspire d'elle. Au départ, c'est un roman qui a été écrit. Ford a pris le roman d'un monsieur qui s'appelle Lemay, hein, donc il a transformé le roman. Et cette jeune femme qui a été prise de Cynthia Parker à 14 ans, elle a été élevée chez les Comanches et elle a donné naissance donc à
2 garçons, un garçon et une fille, dont un grand chef Comanche s'appelle Quanah Parker, qui a été un des résistants les plus durs aux Américains. Et donc elle est restée. Elle était amoureuse vraiment de l'homme avec lequel il vivait, et donc elle est restée toute sa vie chez les Comanches, bien qu'elle ait été libérée. Elle a été libérée. Hein, enfin libérée entre guillemets si on veut, mais elle est quand même restée à vivre dans une façade avec son mari. Alors, c'est vrai que les récits qu'on a sont des récits assez durs, et souvent, lorsque ces femmes écrivent, c'est comme une espèce de catharsis, vous voyez, pour se libérer. Alors souvent, les récits sont réécrits. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que la vie des... Si vous voulez, quand même, quand vous passez une Anglaise, une Américaine, d'un coup, se retrouver comme ça captive, il y avait un choc psychologique, parce qu'il faut quand même savoir que les Indiens tuaient les hommes, généralement, devant tuer son mari. Mrs. Horton, son mari a été tué devant elle. Ce qui n'est pas une chose très sympathique, forcément. Généralement, les Indiens leur coupaient les parties sexuelles, coupaient le corps en morceaux, donc vous imaginez le choc que ça représente de voir... Il ne faut pas tomber dans l'image romantique qu'on vous raconte. La guerre c'est la guerre, et les Indiens faisaient des traitements rituels aux morts qui étaient assez durs, donc ça faisait un choc. Et puis ensuite, autre choc, quand on lit ce récit, moi je l'ai lu, c'est le mode de vie, s'adapter à un mode de vie. Les Comanches sont des nomades, donc elles mangeaient de la viande qui n'était pas la viande qu'elles mangeaient d'habitude, vous voyez. Elles mangeaient des sauterelles, plein de choses qui sont très très dures. Et ensuite, au début, pour que la femme, disons, s'adapte au nouveau mode de vie, souvent les Comanches étaient assez durs avec au départ. Ils essayaient de la briser psychologiquement, et pendant 6 mois. Donc il la maltraitait pas en disant, mais il la faisait marcher à pied, dormir dehors, donc elle était vraiment dans une situation difficile. Donc c'est vrai que lorsqu'on lit leur récit, on s'aperçoit que la vie très 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 dure. Il y a une autre dame qui a été prise par les Indiens Sioux, vous connaissez, les Oglala, qui a été Miss Kitty, qui a été prise, donc là aussi, elle avait 19 ans, elle a vécu 5 ans avec eux, elle a été libérée, et elle raconte sa vie, et c'est vrai qu'on voit que c'est quand même assez difficile, parce qu'il n'y a pas le même mode de vie, pas le même mode de culture. Elle raconte par exemple que les Oglala, les Sioux, pratiquement meurent de faim. Il y a la guerre, parce qu'il y a la guerre, donc les Américains tuent les bisons. Vous avez vu à un moment, ils tuent les bisons pour justement les Indiens meurent de faim. Donc les Indiens meurent de faim, elle n'a pas à manger, donc ils mangent des sauterelles, ils mangent des espèces de baies sauvages, des genres de radis qu'ils enlèvent de la terre, et elle voit les enfants indiens, ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui dans les pays africains, elle voit les enfants qui sont tout décharnés, qui meurent de faim, donc c'est extrêmement dur. Et en plus, ils sont poursuivis par les Américaines, donc il y a la guerre. Et donc, si vous voulez, elle raconte tout ça, et on sent que cette femme, bon, elle a vécu un cauchemar quand on la lit, et alors là aussi, il faut quand même se mettre dans la peau de l'époque. Quand vous passiez dans une situation comme ça tout d'un coup, et vous étiez poursuivi jour et nuit par des soldats, hein, dans un climat de guerre, plus une vie très dure, donc c'était quand même assez pénible pour elle. D'autres questions? Alors, tout ça, forcément, a été revu par le film, bon, un petit peu de façon quand même romantique, hein, les Comanches, quand vous regardez à la fin, quand vous voyez le camp Comanche, un camp Comanche comme ça qui est ouvert, où il n'y a pas un Indien qui surveille, ça fait sourire. Hein. Je peux vous dire que pour trouver des Comanches, les Américains n'arrivaient pas à les trouver. L'armée américaine employait, d'ailleurs, pour trouver les Indiens, l'armée américaine employait ce qu'ils appelaient des scouts, c'est-à-dire des Indiens eux-mêmes, qui étaient des Indiens, soit des Kiowa, soit des Crows, soit des Apaches, qui étaient seuls capables de retrouver les camps, à la trace. Autrement, les soldats ne pouvaient pas. L'armée américaine était formée de gens qui étaient des volontaires, qui venaient de l'Est des États-Unis, qui étaient souvent des Italiens et des Allemands. Alors là, voilà des immigrés qui s'engageaient, qui n'avaient pas d'argent, ils avaient des soldes, c'était une armée professionnelle, et on les envoyait un mois après dans l'Ouest. C'est-à-dire que des gens qui débarquaient à New York, vous imaginez, vous avez 20 ans, vous venez de Sicile, vous débarquez à New York, un mois après, vous êtes dans le Far West. Pour trouver une piste, c'est pas facile. Hein. Donc tout ça est une réalité qui n'est pas... Alors les soldats, tous les régiments américains avaient des guides indiens, souvent d'ailleurs de la même ethnie, le guide Comanche, qui retrouvaient les traces et qui pouvaient situer les camps et sans se faire repérer. Parce que c'est évident que c'est très dur. À cette époque-là, il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait rien. C'était extrêmement difficile de retrouver les Indiens. N'oubliez pas que l'Ouest américain représente 6 fois la France en superficie. Le Texas à lui seul représente 550 000 km². Le Texas à lui seul est grand comme la France entière. Donc vous imaginez, pour retrouver avec des chevaux à pied des Indiens, c'est extrêmement difficile. D'autres questions, parce que je suis très bavard, mais c'est peut-être des questions sur le film. Oui, madame, parlez fort. Comment ça se fait que les Indiens trahissaient leur ethnie et emmenaient les Américains vers les camps? Alors, vous avez raison pour la question, ils ne trahissaient pas leur ethnie. Quelques-uns, souvent, c'était ces tribus, ce que vous croyez des tribus, c'était des bandes. Qui souvent, chez les Comanches, vous savez, à un moment, ils parlent de la banche, d'une bande d'Akawaki, là. Donc, c'était des bandes souvent qui étaient rivales entre elles. Vous voyez? Il n'y a pas de notion de... Nous, en France, on a cette notion de nation, c'est-à-dire on est, bien qu'on pourrait parler longuement de ça,
dans le passé, on s'est battu entre nous aussi. Hein. N'oubliez pas les Armagnacs et Bourguignons, les cas de religion. Mais dans les tribus indiennes, dans ce qu'on appelle les tribus, enfin nous les Européens, les tribus, c'était souvent des bandes qui étaient rivales. Donc il y a cette notion, si vous voulez, de se mettre au service des Américains pour se venger, pour faire la guerre. Mais ce n'est pas une notion de collaboration dans le sens où on l'entend aujourd'hui, parce que nous, collaboration, c'est les Français qui étaient avec les Allemands, vous voyez, c'est un sens précis, parce qu'il y a une nation, etc. Et par exemple, les Apaches, Geronimo, pour citer l'exemple de Geronimo a été retrouvé et pris par des Apaches Chiricahua. Geronimo était un Chiricahua, il a été pris par les Chiricahua, par des Indiens. Et le général Crook, qui commandait les Apaches, a dit seul un Apache peut prendre un Apache. C'est impossible à trouver dans les White Mountains où ils étaient. C'est une région, j'y vais là, en Arizona la semaine prochaine. C'est des régions, même maintenant, c'est très très difficile de retrouver des gens. La preuve, c'est que quand je vais citer des méthodes très curieuses, ce qui se fait toujours, c'est lorsque des gens, des voyous, s'échappent des pénitenciers au Texas ou dans le Nouveau-Mexique, vous savez qui on prend pour les retrouver? On prend des Indiens. Hein? Aujourd'hui encore, on prend des pisteurs indiens dans le désert. Parce que c'est eux qui sont capables de repérer cette forme de pas et tout. Ça marche toujours, parce que c'est des gens qui sont habitués. Mais ça surprend toujours que dans les films, je pense à des films comme Danse avec les loups, on est toujours surpris de voir des Indiens, comme les fameux Pawnees, qui sont au service des soldats. Or, il ne faut pas oublier que les Pawnees étaient en guerre avec les Sioux bien avant qu'arrivent les Blancs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ne règlent pas des comptes. C'est la logique de la guerre. C'est-à-dire, vous êtes en guerre contre quelqu'un, les gens arrivent, vous alliez avec eux pour les combattre. Et vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, vous voyez ça du point de vue blanc, du point de vue indien. En plus, souvent, dans les films, c'est mal expliqué, mais c'est ça la réalité. D'autres questions? Est-ce que j'ai répondu? Oui? D'autres questions sur les... Oui. La mission que les deux hommes là, se donnent oui. de retrouver cette jeune fille. Oui. Est-ce que ça arrivait souvent comme ça que des Américains léguaient toute leur vie pour une cause comme ça? Moi, je ne sais pas tout. Je n'ai pas de cas. On sait parfois que les familles, c'est arrivé que parfois des familles dont les enfants étaient enlevés, quand les familles n'étaient pas tuées, on sait que des fois les familles, et ça se comprend, hein, des fois essayaient de payer des espèces de, comment on appellerait ça, des gens de policiers privés, si vous voulez, un peu pour retrouver les enfants, des fois. Mais c'était très difficile, parce que si vous voulez, bon, pour un blanc tout seul, en plus, il ne faut pas rêver, vous n'allez pas aller à deux pour attaquer une bande comanche, hein, c'est impossible. Mais les familles payaient souvent des gens pour essayer de retrouver, avoir des nouvelles. Parce que vous irez... Oui. La fiction du... Ah oui, non, mais ça c'est philosophique. Hein. Si vous voulez, le film est très philosophique parce qu'il montre très bien l'évolution des Tam, c'est-à-dire qu'il n'aime pas les Indiens. Regardez les rapports qu'il a avec son neveu qui a du sang indien. Dès le départ du film, il n'aime pas cet Indien, il dit t'es un métis, hein, Alfred en anglais, t'es un métis, t'as du sang indien, et progressivement, il change. Hein. C'est le problème de la tolérance, du racisme. Il comprend ce que c'est que ces hommes-là, et à la fin, lorsqu'on croit qu'il a tué cette nièce, quoi, en fait, vous avez vu que quand il dit la très belle phrase, il prend ses bras et dit viens, on rentre à la maison. Hein, il la reconnaît. Et donc, si vous voulez, c'est ça. C'est parce que c'est le livre de Lemay, donc, du romancier, est comme ça. C'est un livre qui est très très beau parce que souvent c'est les valeurs humaines, la reconnaissance, l'affection, l'amour. Mais deux hommes ne peuvent pas. Je ne connais pas de cas où deux hommes aient fait une telle. Sauf que les familles mettaient des annonces, écrivaient des lettres pour essayer. Généralement, c'est l'armée qui était chargée de ça. C'est l'armée qui recherchait, et quand l'armée arrivait dans des camps indiens, ou en certains des camps indiens, généralement l'armée essayait de savoir si c'était des blanches, si c'était des femmes blanches ou des enfants blancs. Mais c'était pas facile, parce qu'au bout de quelques années, je dis, notamment les jeunes, parce que les jeunes qui avaient 12-13 ans, ça s'intégrait très facilement. Parce qu'un enfant qui a 10-12-13 ans, c'est des problèmes psychologiques, si vous voulez, il devient indien, forcément, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien, il s'attache à une famille, il est adopté, il apprend la langue, et puis au bout de 4-5 ans, on a des cas précis de petits Mexicains qui sont devenus des Indiens, parce que ils étaient élevés depuis 10-20 ans, donc ils devenaient complètement indiens. Hein. N'oubliez pas que la notion de sang, dans le film, vous avez remarqué souvent qu'il parle de sang. La notion de sang en anthropologie n'a pas de sens, comme la notion de race. Il n'y a pas de race humaine, il n'y a pas de sang, je veux dire, on ne reconnaît pas quelqu'un de son sang. Hein, vous êtes adopté, on vous aime, ben le problème c'est l'affection, c'est tout. On vous adopte, vous êtes jaune, vert ou rouge, vous apprenez la langue des gens qui vous adoptent, et puis après vous êtes cette culture. Hein.
Oui, d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, vous dites que ces enfants apprenaient la langue et s'intégraient. Oui. Mais effectivement, on a un peu de mal à concevoir qu'on puisse apprendre une langue alors qu'on n'a aucune communication au départ. Bien, c'est-à-dire que... Où est-ce que les Indiens pouvaient communiquer? Ah ben les Indiens parlaient, les Indiens leur apprenaient la langue, ils parlaient avec les Indiens, si vous voulez. Le problème, les langues indiennes sont pas extrêmement... Moi-même, j'ai appris des langues indiennes, c'est pas trop difficile à apprendre pour, disons, des choses faciles. Ce qui est difficile à apprendre, c'est une langue... Si vous voulez, je prends l'exemple de l'arabe. Regardez l'arabe, vous avez deux arabes, vous avez l'arabe parlé, bon, qui est relativement facile à apprendre quand on est dans un bain, et puis l'arabe littéral, l'arabe écrit qui est très difficile par contre. Ben, c'est pareil, si vous apprenez le sioux, quand vous êtes avec des sioux, vous parlez sioux, on apprend assez rapidement. Mais dès qu'on veut... Donc toutes les langues indiennes étaient des langues qui n'avaient pas d'écriture. Et ces anthropologues, c'est mes collègues qui, il y a un siècle, se sont amusés à faire des grammaires, puisque toute langue a une grammaire. On a une grammaire inconsciente, tout le temps. Hein. Donc, si les anthropologues ont fait des grammaires, et maintenant, il y a des langues qu'on peut apprendre à l'université, à l'école. Bon, alors on les apprend, on apprend la grammaire, comme vous avez appris l'anglais, comme on fait en France. Mais vous pouvez aussi, quand vous vivez avec des gens, apprendre une langue. C'est-à-dire l'apprendre à l'oreille. Hein, on vous dit le pain c'est comme ça, on vous dit papa c'est tel nom, donc vous finissez par apprendre. Et un enfant qui a 12-13 ans, qui est forcément choqué psychologiquement déjà d'avoir été captif, il s'adapte à cette... Enfin, je n'ai jamais vécu ça, mais je le sais par les documents que j'ai lus, c'est que les enfants s'adaptent assez rapidement, parce qu'ils sont contraints et forcés, si vous voulez. Parce que d'abord l'enfant souffre, et la souffrance, car ses parents être pris comme ça dans une bataille, vous imaginez, il voit sa famille tuée devant lui, le choc que ça représente. Donc il y a une souffrance, et donc l'enfant, personne ne peut vivre sans affection. Tout être humain a besoin d'affection, même quand on n'est pas enfant. Hein, on a besoin d'affection, donc l'enfant a une famille qui l'aime, famille indienne. La famille indienne oublie que c'est un blanc. Vous voyez, la couleur de peau n'a pas de sens, puisque de toute façon on est tous pareils. Il y a blanc de peau bien sûr, mais quand vous avez, moi je vais chez des gens la semaine prochaine, chez une dame, que je fais depuis 30 ans, ben, c'est un peu ma famille si vous voulez. C'est bien que je suis blanc, mais quand je la vois... elle me considère un peu comme quelqu'un de sa famille. Et donc beaucoup d'anthropologues travaillent comme ça, et on a des familles, ce qu'on appelle dans le jargon des familles d'accueil. Ça peut paraître bizarre, mais on s'habitue, et si j'avais eu 12 ans, j'aurais peut-être appris 12 ans la langue. Bon maintenant, c'est plutôt des apprendre quand on est vieux. Alors là, on fait un effort intellectuel, c'est autre chose. C'est pour le travail, c'est l'affection, parce que si vous travaillez sur des communautés, si vous travaillez sur des cultures, si vous travaillez dans un pays, c'est aussi que vous aimez les gens. Autrement, vendre des fraises, vous faites autre chose, je veux dire, c'est pas dramatique. Hein. C'est un choix délibéré, oui. D'autres questions? Éventuellement sur les films. Mais je trouve personnellement que c'est peut-être le plus beau rôle de John Wayne. C'est le plus beau rôle qu'il a eu dans sa carrière, parce que souvent John Wayne fait un peu des rôles de gros durs, hein, de grosses brutes épaisses, qui tirent plus vite que son ombre, alors que là, quand même, il a un rôle quand même qui a une dimension humaine assez émouvante, je veux dire. D'autres questions, si autrement, s'il y en a qui veulent discuter, si vous pouvez sortir avant de voir le second film, qui est complètement différent sur les Mormons. Alors le paysage, donc, je le dis, le film est tourné toujours au même endroit. Il est tourné donc à Monument Valley, dans le territoire Navarro. Les Indiens qui jouent dans le film, d'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous le dire, les Indiens qui parlent, là, ils ne parlent pas Comanche, hein. Ils parlent Navarro. Hein. C'est pas d'elle, seulement parce que les Comanches, il n'y a plus de Comanches dans cette région. Les Comanches qui existent, ils sont dans un état qui s'appelle l'Oklahoma, aujourd'hui, qui est un peu plus à l'est que le Nouveau-Mexique, et ils sont très peu nombreux parce que les Comanches ont été décimés, et la langue Comanche est une langue qui n'a rien à voir avec la langue qui parlait, c'était du Navarro, c'était de la langue atapascan, qui est une langue très différente, et ça, forcément, les gens ne savent pas, on peut croire. N'oubliez pas que John Ford, comme tous les metteurs en scène américains, faisait parler les Indiens pour faire couleur locale. Hein, il y a un film sur les Sioux, vous avez parlé des Sioux, où on fait jouer à des Sioux le rôle de Comanche, à des Comanches le rôle d'Apache, tout ce que vous voulez. Tous les Apaches, tous les films d'Apache, tous les gens qui jouent les Apaches dans les films, vous avez vu, c'est toujours des Navarros. Hein. Parce que les Apaches refusaient de jouer dans les films. Il y a des tribus qui refusaient, par idéologie, justement, de faire du cinéma. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On leur va peut-être passer au second film, parce que je sais qu'on est pressé par le temps. Je puis dire d'un épisode assez extraordinaire de l'histoire américaine, et qui est vrai d'ailleurs. Là, bon, c'est là aussi encore mise en scène, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas vous le dire avant, parce que je ne veux pas que vous pensiez que je vais, avant, non pas
un petit peu vous donner des images négatives, mais c'est en fait l'histoire des Mormons. Alors les Mormons, juste un mot, vous savez que la religion mormone, c'est ce qu'on appelle les saints de dernier jour. Vous les connaissez, ils sont aujourd'hui dans l'État américain qui s'appelle l'Utah. Hein, et c'est une religion qui a été créée, on a la date précise, ça a été créé en 1932 par quelqu'un qui s'appelle Joseph Smith, qui vivait au sud de Chicago à cette époque-là, et qui, figurez-vous, a eu une vision. Il s'est réveillé une nuit, il a dit à sa mère, puisqu'il était assez jeune, qu'il avait entendu un ange lui parler, première fois, et pendant plusieurs mois, il a eu des visions, il a eu constamment cet ange qu'il appelle Moroni. Il lui parlait et lui disait qu'il allait lui révéler un endroit où il y avait des plaquettes d'écrits. Donc au bout de quelques mois, il a suivi l'ange Moroni, qui l'a emmené, tout ça, c'est écrit, ce qu'il raconte, qui l'a emmené à un endroit où il y avait des plaquettes en bois sur lesquelles était écrit, c'est ce qu'il dit, une écriture qui ressemble à l'égyptien ancien. Et figurez-vous que lorsqu'il a trouvé ces plaquettes, tout près de ces plaquettes, il y avait des lunettes qui étaient en cristal. Et grâce à ces lunettes de cristal, l'égyptien ancien s'est transformé en anglais. Je suis sérieux, hein, je ne dis pas ça du tout pour me moquer de la religion, c'est vrai. Et donc, il a dit, je vais traduire, donc je vais lire avec les lunettes, mais par contre, personne ne peut regarder. Donc il a dicté, il s'est mis derrière un grand genre de cache, de couverture, et il a dicté ce qu'il disait sur les plaquettes à sa mère et à sa sœur, qui ont écrit donc le livre que lui a baptisé le livre des Mormons. Alors pourquoi Mormons? Parce que, d'après la tradition, ce que dit Joseph Smith, c'est que le père de Moroni, de l'ange qui lui parlait, s'appelait Mormon. Alors qu'est-ce que dit cette tradition? Eh bien, cette tradition, ce livre des Mormons, qui existe toujours, que vous pouvez lire en bibliothèque, je ne sais pas s'il est à Lyon, raconte que les Hébreux, les Israélites, sont arrivés en Amérique du Nord 600 ans avant Jésus-Christ. Il y avait deux peuples. Il y avait un peuple à peau blanche, alors je cite entre guillemets, un peuple à peau blanche agréable, et un peuple qui était sauvage et dur. Donc, et pour punir les sauvages et durs, Dieu les a fait devenir rouges, la peau rouge. Et à ce moment-là, Joseph Smith révèle que l'ange lui a dit qu'il fallait qu'il recrée une nouvelle religion avec des principes nouveaux. Parce que la religion protestante, il y avait des protestants, il y avait des catholiques en Amérique à cette époque-là, en 1835. Mais que cette religion protestante catholique n'était pas bien observée, donc il fallait recréer une nouvelle religion. Qui consistait en quoi? Et qui consistait à ce que l'individu donne son travail et ses biens à la communauté. C'est-à-dire que c'était une espèce de communisme primitif. Vous voyez? Et en plus, l'individu avait le droit de faire des mariages célestes. Alors ça, le mariage céleste, c'est quelque chose de très sympathique pour un homme. C'est la polygamie. C'est-à-dire que quand vous faites un mariage céleste, ça veut dire que vous pouvez non seulement épouser une dame, mais en épouser autant que vous voulez. D'ailleurs, Joseph Smith en a eu 8. Donc il y a eu beaucoup d'enfants, parce que c'est que le principe qu'on peut faire forcément beaucoup d'enfants quand on a plusieurs femmes. Et donc la polygamie, la religion des Mormons s'est construite sur une espèce de communisme primitif. Les gens travaillaient et donnaient une partie de leur salaire, enfin ce qu'on appelle le salaire, à Joseph Smith et à son successeur qui s'appelle Brigham Young, et ils ont travaillé, et le salut ne venait, pour être sauvé après la mort, pour être élu, comme disait Joseph Smith, il fallait passer sa vie à travailler pour l'Église. Donc c'est une forme de théocratie. Alors ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, il y a des gens qui ont cru Joseph Smith, qui sont devenus des Mormons, mais qui ont été persécutés par les Américains. Pourquoi? Alors vous allez dire pourquoi? Ben, tout simplement parce que toutes les valeurs que prêchait Smith étaient l'inverse de l'État américain. Il prêchait une espèce de communisme un peu, disons, primitif. Ça, il niait également l'individu. Il disait que l'individu n'existe pas. Ce qui cause les communautés. Donc ça, c'est contre les valeurs américaines. Et puis en plus, ce qu'a choqué les Américains, c'est la polygamie. Vous imaginez très bien que d'abord les femmes n'acceptaient pas toujours de partager leur vie, on les comprend, avec plusieurs femmes avec un homme. Donc la polygamie a beaucoup choqué. Donc ce qui fait que les Mormons étaient persécutés. Et à partir de 1845-46, étant persécutés, ayant des procès, même des fois battus, ils ont décidé, là aussi, à partir d'une vision, vous voyez, Smith a été assassiné, il est mort d'ailleurs, et son successeur qui s'appelle Brigham Young, lui a décidé de fuir dans l'Ouest. À cette époque, il n'y avait personne dans l'Ouest. Donc, ils ont commencé à partir, ça ce que je vous dis est vrai, dans l'Ouest américain, ils étaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'État de l'Illinois ou de la Pennsylvanie, donc ils étaient à 3000 km d'un lieu que Smith avait rêvé. Ils sont partis avec des brouettes, et ils sont partis à pied avec des brouettes et des petites charrettes.
d'abord. Vous imaginez faire 3000 km comme ça, à pied dans l'Ouest, et ils ont réussi, malgré beaucoup sont morts, mais ils ont réussi en 1847 à s'installer près d'un endroit où ils ont trouvé un lac salé. Et la Bible, alors je passe sur le détail, c'est trop long, ils lisent la Bible et tout, donc ils arrivent près d'un lac salé, qui s'appelle aujourd'hui d'ailleurs le Grand Lac Salé, et où se trouve la ville de Salt Lake City, que vous connaissez tous, puisqu'il y a des sports d'hiver, les jeux d'hiver. Donc ils s'installent en plein désert, et là ils vont commencer à construire donc une ville à coloniser. Et alors c'est incroyable, c'est qu'ils ont réussi à faire des canaux d'irrigation, à faire pousser, et ça s'est su dans l'Est. Donc se met en place, et le film là commence, s'est mis en place un mouvement de migration de tous les Mormons, non seulement aux États-Unis, mais en Europe. Parce que plusieurs Mormons, quand Smith a révélé ce qu'il avait vu, des Mormons sont allés en Europe. Donc on commençait à convaincre certaines personnes de se convertir à cette religion et aller en Amérique. Donc on estime qu'il y aura à peu près 7 à 8 000 Mormons qui seraient installés dans cette région qu'on appelle le Utah. Et ce que le film, vous allez voir, c'est donc ce convoi des braves. C'est cette... Alors bien sûr, je ne vous dis pas ce qui va se passer, vous verrez, c'est l'histoire donc réelle de cette migration de gens qui sont possédés par la religion. Voilà, merci. Et bon film. Bonne collection, merci.